À nous rejoindre sur scène, nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. Une personnalité engagée, passionnée par les questions d'inclusion et de développement humain, au regard visionnaire sur l'importance de donner à chaque citoyen les moyens de réussir à travers l'éducation et l'emploi. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Younes Skouri, Monsieur le ministre Younes Skouri, le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Premier ministre, Madame, Monsieur le gouverneur, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la CGM, Mesdames et Messieurs, très content vraiment de me retrouver parmi vous avec cette énergie incroyable. Qui n'est pas africain dans cette salle? Ah, oh, personne. Okay. Qui ne se sent pas africain dans la salle? Bon, c'est une évidence. En tout cas, bravo pour l'énergie que vous injectez et bravo pour la mobilisation, bravo pour les déplacements. Je pense que vous avez réussi quelque chose de rare, à savoir réunir des gens influents, impactants dans la vie quotidienne, aussi bien sur les plans économiques que sociaux. Tous les acteurs présents ici mènent chaque jour des combats pour la survie de leurs entreprises, pour la performance de leurs entreprises, pour l'emploi, pour l'inclusion. Et naturellement, vous êtes toutes et tous des personnes qui aspirent à faire de notre continent un meilleur continent par le biais des sauts en matière de compétences, en matière de technologie dont nous avons besoin. Vous avez choisi une thématique qui est un challenge en fait, comme à votre habitude. Mais je voudrais d'abord m'arrêter sur l'AGEF et cette belle réalisation de pouvoir conduire avec les confrères africains pendant 2 ans les destinées de cette organisation, avec tout le rayonnement qui est nécessaire et l'offre de services qui est importante, et en plus naturellement de la mobilisation qui doit être la vôtre. Et ça tombe bien parce qu'on organise la Coupe d'Afrique, et donc vous avez intérêt à acheter beaucoup de tickets et inviter nos confrères l'année prochaine. Je voudrais aussi vous féliciter pour l'ouverture de AGEF Sahara. Je pense que c'est un signal fort parce que, comme l'a bien dit Sa Majesté que Dieu l'assiste, nos provinces du Sud appartiennent à toute l'Afrique par le biais du grand projet lancé par notre souverain, qui est celui d'inclure les pays d'Afrique dans l'accès, je dirais, à toute la plateforme que notre pays a su mettre en place et qu'il continuera à mettre en place en matière d'échanges économiques et d'échanges commerciaux, mais également pour le développement du continent. L'année dernière, je vous ai rencontré dans un autre cadre. J'avais parlé de la politique domestique, celle de notre pays, des problématiques, des challenges que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous en votre qualité d'acteur et d'agent de changement dans notre continent, pour dire que la question de la compétence de la ressource humaine, elle est fondamentale, c'est une évidence, mais je ne pense pas qu'elle occupe toute sa place dans les politiques publiques, car elle est toujours approchée de façon fragmentée. Fragmentée pourquoi? Parce que peut-être que nous ne sommes pas toujours conscients du rôle que vous êtes en mesure de jouer. Je l'ai expérimenté moi-même en tant que ministre de l'Emploi en particulier. Quand j'ai lancé au nom du gouvernement un programme pour l'emploi destiné aux personnes exclues, destiné aux non-diplômés, destiné aux zones rurales,
Monsieur le gouverneur, qui était à l'époque gouverneur d'une autre province où la ruralité est légion, et il nous a accompagnés, il était le champion d'ailleurs de ce programme Aorash à l'époque, qui a pu intégrer beaucoup de jeunes qui n'avaient aucun espoir. Et nous avons pu compter sur plus de 130 entreprises l'année d'après pour pouvoir faire, je dirais, de cette action conjointe entre le gouvernement et le secteur privé, une action réussie qui a pu employer au bout de l'exercice quelques 250 000 personnes. Et donc les personnes que vous avez pu employer, mesdames et messieurs, dans vos entreprises respectives, ou peut-être celles qui ne sont pas là aussi, ont pu retrouver le sourire. Ils ont pu avoir accès à un salaire décent. Ils ont pu bénéficier de prestations sociales. J'ai rencontré une fille qui avoisinait la trentaine et qui était sortie de l'école à l'âge de 12 ans. Et entre les deux, elle n'avait rien fait d'un point de vue professionnel. Elle a pu retrouver une énergie, un espoir, et puis elle a surtout rapidement pensé à constituer sa famille parce qu'elle en avait les moyens du côté de la femme qu'elle est. Je pense, mesdames et messieurs, que si vous voulez que l'on fasse un effort sérieux pour notre continent, il va falloir que dans votre rôle de tous les jours, vous soyez, et vous l'êtes, je suppose déjà, responsable vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu la chance ou les chances que nous avons eues personnellement. Notre continent regorge de ressources humaines. Il va falloir traduire le potentiel en réalité, c'est-à-dire en matière de talent, et pour cela, des politiques doivent se déployer. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la frontière des responsabilités entre les gouvernements et les acteurs économiques. Si on veut compter exclusivement sur les gouvernements, naturellement, la cause est difficile à gagner. Et si on veut faire l'inverse, elle le sera également. Et donc je pense qu'à travers des organisations professionnelles fortes, et nous avons parmi nous la Confédération générale des entreprises du Maroc, pour le cas du Maroc, et l'AGEF, qui est une association très active et qui a un long vécu et une longue expertise en la matière, je pense qu'il est important que ces concertations puissent aller jusqu'au bout pour pouvoir écouter aussi ce que dit le secteur privé. Pourquoi cette coopération gouvernement-opérateur est importante? Vous allez me dire c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Mais c'est une évidence qui souffre de plusieurs formes d'incomplétude. Parce que il ne s'agit pas de se réunir et de discuter et de produire des papiers blancs ou des éléments de réflexion, ce qui est naturellement important. Mais il s'agit surtout d'être très attentif aux dernières mutations en relation avec la question que vous avez retenue, à savoir le développement durable, et j'irai même plus loin, à la transition énergétique. J'ai été dernièrement avec les opérateurs du textile. C'est un secteur comme d'autres. C'est un secteur qui emploie beaucoup de gens au Maroc. Le nombre d'entreprises est important. Les non-diplômés comme les diplômés sont dedans. Beaucoup de femmes. C'est l'un des secteurs qui emploie le plus de femmes et qui est aussi un objectif important. Effectivement, nous nous sommes arrêtés ensemble sur les dernières transformations qu'a connues ce secteur après la Covid-19, à travers les changements dans les législations qui sont dus à des questions, notamment en relation avec le développement durable et avec la transition énergétique. Par exemple, les marques n'ont plus le droit de garder, de se débarrasser la question des stocks et doit être gérée de façon complètement différente, ce qui change la chaîne de valeur, l'organisation et les business models, et par conséquent, même les profils appelés à travailler dans le secteur en vertu des nouvelles législations de la rive nord de la Méditerranée. Nous avons aussi les offres hydrogènes que nous
commençons à voir un peu partout. Le Maroc est un pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté qui a posé son offre en matière de transition énergétique et notamment l'offre hydrogène. Et cette offre hydrogène, qui apporte 1 million d'hectares à la disposition des investisseurs, avec quelque chose comme 300 000 emplois directs sur 10 ans, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais les emplois indirects sont très importants dans le secteur et surtout, les changements au niveau de la société sont encore plus importants. Ça peut relever de l'imagination ou du rêve au moment initiatique où on démarre. Mais par la suite, et vous le savez bien, avec des projets confirmés au Maroc, comme avec l'Office chérifien des phosphates et d'autres, nous sommes en train de faire des pas importants et ça nous interpelle sur le plan de la qualité de nos ressources humaines, sur le plan de la formation. Comme je suis également ministre de la formation professionnelle, je peux vous dire qu'avec les acteurs, nous avons, en plus de la volonté, nous avons accompli beaucoup de choses en matière de refonte des filières pour pouvoir mieux s'adapter aux besoins du marché du travail et notamment en insistant sur les modes de gestion ou de cogestion ou de gestion déléguée des instituts de formation. Nous avons des exemples réussis en matière d'aéronautique, en matière d'automobile. Et là, nous sommes en train de mettre les bases pour les nouveaux secteurs émergents de notre pays. Mesdames et messieurs, le responsable, le directeur, le RH peut jouer des rôles à double tranchant, j'ai envie de dire. Il peut être perçu comme étant le méchant de l'entreprise quand il s'agit de faire respecter les règles, de négocier les primes, les rendements, de dire ce que le DG ne veut pas dire. Voilà, donc les sourires me confirment et nous les avons tous vécus d'une façon ou d'une autre. Mais le DRH est aussi c'est le recours dans une entreprise. C'est la personne, surtout pour les jeunes générations, c'est la personne qui prend les jeunes générations en main. C'est la personne qui va peut-être ne pas accompagner les jeunes générations tout au long de leur vie, parce qu'ils auront affaire à d'autres DRH, mais c'est la personne qui va les impacter le plus, comme le tout premier instituteur ou professeur qu'une jeune ou un jeune peut rencontrer dans la vie scolaire. Donc, je pense que votre impact sur les gens, sur le plan humain, n'est pas à négliger et contrairement à la gestion administrative ou la gestion du personnel, qui est un nom d'une autre époque, même si on peut le retrouver dans les noms de nos associations d'aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas changé les marques, mais je pense qu'il est fondamental que l'on donne toute l'importance à ces jeunes générations pour les accompagner de façon humaine, qui est le fondement de votre travail. Je voudrais finir par insister sur la nécessité de faire une rupture au sujet d'un paradigme en particulier. Dans toutes nos entreprises, j'étais dans des entreprises avant, je suis dans l'administration aujourd'hui, on fait face à des défis. Ces défis ne sont pas toujours difficiles à relever. On cherche des autorisations pour pouvoir mener des transformations. Les autorisations des directeurs généraux, les autorisations des actionnaires, dépendamment des sujets. Mais on doit se poser la question, est-ce que nos actions de tous les jours sont des actions incrémentales ou bien sont-elles des actions de rupture qui vont ouvrir de nouveaux espaces pour la compétitivité de l'entreprise, pour la croissance de l'entreprise, pour l'inclusion, pour les talents, pour les compétences. Et pour ce faire, je vous invite à vous libérer des dogmes du siècle dernier, de l'importation de tout. Importer les formations, importer les concepts, de la linéarité et la progressivité et le trop de prudence dans l'action que vous menez tous les jours. Quand je suis arrivé au ministère, j'ai réuni 900 personnes pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes tous démis de vos fonctions. Pas les 900, mais les responsables. C'était une grande décision.
j'espère ne pas, je ne me perçois pas comme étant une personne méchante, mais les personnes se sont posé la question, mais comment ça, il vient, il va nous démettre nos fonctions? Et nous avons démis 100 personnes de leurs fonctions en un jour, dans une administration publique. Mais j'avais une règle que j'ai expliquée à l'ensemble des dirigeants. J'avais démis les secrétaires généraux, les directeurs centraux, les chefs de division et les chefs de service. Ce n'est pas une mince affaire. Mais en fait, ce n'était pas une façon, je ne les ai pas démis en réalité. Il y avait juste une règle dans la loi que ces personnes-là n'avaient pas respectée auparavant, qui était, quand vous dépassez 4 ans dans un poste, il y a une procédure pour vous renouveler. Cette procédure n'avait pas été respectée pendant 2 décennies. Et donc, il était tout à fait normal que ces personnes-là soient déchargées. Et puis, si elles voulaient quand même revenir au poste, on n'avait pas de problème. Il fallait se soumettre et avoir l'humilité de se soumettre à l'exercice. Cette action a libéré les énergies parce qu'elle a permis un taux de renouvellement de 80%. Parce que nous avons lancé le même jour tous les postes. Nous les avons mis sur la table. Et donc, les chefs de service, les chefs de division, les directeurs et ceux qui étaient en bas de l'échelle, et beaucoup sont des jeunes très compétents, très talentueux, ont finalement pu trouver l'opportunité de candidater à plusieurs postes, augmenter leurs chances pour pouvoir aborder la prochaine étape de leur vie. C'est la marge de manœuvre dont j'ai disposé à l'époque, que j'ai essayé d'utiliser. C'est une forme de rupture, j'espère. Derrière, il a fallu assumer la presse, des discussions, des intentions, mais ça n'en était pas le cas parce que tous ceux qui ont été promus, qui ont eu les responsabilités, provenaient naturellement de la même enceinte. Il n'y avait aucun clientélisme ou quoi que ce soit dans ce sens. Donc, j'ai envie de vous dire à travers cet exemple, et je m'excuse de vous donner un exemple qui m'est propre, au lieu de vous raconter quelque chose que j'ai lu dans un bouquin ou dans un livre, j'ai juste envie de vous dire que beaucoup de choses sont possibles. Mais il faut assumer ses choix et il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et je pense qu'il est intéressant, pendant ces 2 jours, de creuser les marges de manœuvre que vous n'avez pas encore explorées et que vous n'avez pas encore essayées. Et franchement, prendre un peu de risque n'est pas plus mal quand la peine le vaut. Merci, mesdames et messieurs. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour